Les symptômes précurseurs, donc je vais peut-être résumer un petit peu plus. Perte de mémoire, les gens qui se perdent. Après ça, je vais vous donner un autre questionnaire que j'ai trouvé dans le document de la maladie d'Alzheimer qui peut vous aider à vous préparer quand vous allez rencontrer votre docteur pour en parler. Donc, la perte de mémoire. Les gens ne sont pas capables de se rappeler, ils posent toujours les mêmes questions, puis pourtant ils vous écoutent, puis tout ça, puis ils l'écrivent, mais ils ne s'en rappellent pas. Donc, la perte de mémoire. Mémoire immédiate au début, là, la mémoire sur laquelle ils font leurs affaires. Difficulté à faire les choses de la vie quotidienne. Plus de misère à se laver, plus de misère à se... Puis des fois, ils nous mettent ça de côté parce que c'est trop difficile pour eux autres. Les problèmes de langage, c'est un autre signe précurseur. Quand je vous dis, des fois, on cherche nos mots, on est fatigué, mais quand c'est toujours comme ça et qu'on fait des erreurs en utilisant nos mots, ça peut être plus problématique. La désorientation dans le temps, dans l'espace et par rapport aux personnes. Fois, les gens ne reconnaissent plus les enfants qui n'ont pas vu depuis longtemps, ils sont plus capables. C'est pas parce que ils les aiment pas ou quoi que ce soit, c'est des étrangers pour eux. Je ne vous dirais pas qu'au niveau affectif, s'ils sentent quelque chose, ils vont y reconnaître, mais d'être capable de nommer quelqu'un, de l'identifier, d'être à l'aise avec cette personne-là, ça peut être problématique. Changement de comportement et d'humeur. Les gens qui font des affaires qui n'avaient pas fait d'habitude, qui sont plus audacieux, qui sont plus vulgaires, des fois, ils changent leur comportement, il faut penser à ça. Les gens qui sont déprimés, qui ont tendance à s'isoler, à rester dans leur bulle, ils ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus rien faire, ils mangent moins, perte d'intérêt, perte d'initiative, c'est tous des symptômes précurseurs qu'il faut avoir en tête. Ça peut être des symptômes de plusieurs choses, mais il faut les avoir en tête et en parler avec le docteur. La Société d'Alzheimer a fait un document, moi j'ai trouvé ça bien fun, et pour le docteur, et pour le patient ou la famille qui va rencontrer son docteur. Écoutez, je vais vous les mentionner parce que je trouve que ça résume assez bien tout ce qu'on vient de dire. C'est un petit questionnaire, comment se préparer à un rendez-vous médical. Et ça touche tous les points dont on a parlé. Par exemple, l'attention. Est-ce que la personne est facilement distraite? Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, elle laisse son activité. Est-ce qu'elle va perdre un repère? Elle dit, de quoi je parlais là? Perdre le fil de sa pensée. Chercher ses... J'ai vu un monsieur cette semaine, un jeune monsieur qui a des problèmes psychiatriques importants, qui a de longues médications, il les cherche chez nous. C'est pas parce que vous avez dit d'Alzheimer. Mais des fois, les gens n'ont aucune raison, puis ils cherchent leurs mots, puis ils perdent le courant, ils vous parlent, puis ça change. Ça peut être un signe précurseur. La mémoire. Poser toujours les mêmes questions, répéter les mêmes informations, égarer les choses, laisser la cuisinière allumer, le robinet, les portes débarrées, des choses dangereuses, même ça peut être important. Oublier des rendez-vous ou la date du rendez-vous, ça peut arriver aussi, la date du jour même où il est, l'année, ça. Le langage, trouver les mots courants ou les noms des gens. Des fois, ils ont des misères avec ça. Substituer les mots incorrects donc ils ne sont pas capables d'utiliser les bons mots, ils prennent des mots incorrects. Suivre une conversation avec plusieurs personnes. À un moment donné, là, c'est caractéristique dans le bureau, quand on est plusieurs, des fois les familles sont là. Puis là, la personne est là. On parle d'elle, mais c'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre complètement. C'est comme s'ils s'isolaient, puis ils se coupent complètement là. Puis là, on va leur poser une question, ils vont nous répondre, mais on parle d'eux autres, puis ça ne les dérange pas. On peut dire les choses, et ils vont décrire leur comportement, tout ça, puis les personnes ne réagiront pas parce que c'est comme si on ne parlait pas d'eux autres, comme ils sont vraiment plus dans leur bulle. Le langage, bon, on en a parlé, comprendre les instructions, comprendre les instructions simples aussi. Fais ci. Des fois, si on donne 2 ordres en même temps, là, prends la serviette puis va la mettre à telle place, ça peut être compliqué. Donc, des fois, il faut décortiquer, prends la serviette, là, va la déposer à telle place. Des fois, c'est difficile de joindre plusieurs activités en même temps. Donc, par rapport à la vision et l'espace, se perdre dans des endroits qui sont peu familiers, mais dans des endroits familiers aussi. Les gens, des fois, se promènent dans leur quartier et ils ne retrouvent plus leur maison, ils ne retrouvent plus leur rue. Il y en a qui conduisent avec ça, là. Il y en a beaucoup qui conduisent et qui ont ces problèmes-là. Nous, au GMF, à la Malbaie, tous les gens de 75 ans et plus, on demande un test cognitif parce que des fois, ça peut être. J'ai un monsieur aujourd'hui qui l'a passé 89 ans, il avait 28 sur 30 de Fauchstein, c'est pas un problème. Mais il y en a là, c'est étonnant. Ils vous parlent, il n'y a rien qui paraît, ils sont toujours bien mis, mais dans la conduite auto, là, quand ils font le test, puis qu'on regarde les réflexes, puis on regarde les trajets, puis la capacité à anticiper, c'est pas fort. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que la conduite auto est un problème aussi à un moment donné. Reconnaître les visages, donc, voyez-vous, on parlait de vision et espace, donc, dans le cas par rapport au visage, pas trouver son chemin en conduisant. Par rapport au raisonnement,
Planifier, organiser les activités de la vie quotidienne. S'organiser une journée, là. Aujourd'hui, je fais ci, je fais ça. Ça peut devenir très difficile. Poser une question, par exemple, si quelqu'un tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne à côté de toi tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Ça peut être étonnant de ce que les gens vont répondre. Là. La coordination, l'enchaînement des mouvements, préparer un café, faire du biscuit, les recettes habituelles, là, ça peut devenir difficile pour les gens. Utiliser les ustensiles pour manger. Des fois, vous allez voir, ils n'utilisent pas les bons, ils vont manger avec leurs doigts. Puis, c'est pas toujours en fin de processus que la maladie, ça peut arriver. Des fois, à un moment, les gens disent, ils ne faisaient pas ça, puis là, il est plus capable de. Il mélange toute sa nourriture. Il faut donner du plat par plat. Il va manger le dessert avec la soupe, sinon, il va mélanger les affaires, puis ça devient plus compliqué. Bon, l'humeur, se sentir déprimé, perdre des intérêts pour les choses. Personnalité, comportement, j'en ai, ils peuvent être agités, ils peuvent être agressifs verbalement, physiquement. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Il y a des gens aussi qui ont des hallucinations, qui voient des choses et qui entendent des choses que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Et ils sont convaincus de ça. Ils vous racontent ça dans le détail. Puis c'est pas là, c'est pas une lubie. Pour eux autres, ils croient. Fait que ça peut être un signe aussi. Là, se méfier des autres. Ils commencent à dire, lui, il m'a volé telle affaire. Et les madames d'agence, ils viennent, puis ils volent les tasses, puis ils volent les assiettes, puis ils volent les ustensiles. Ça arrive souvent. Donc, quand ils commencent à dire qu'ils perdent ils se sont fait voler leurs affaires. Là. Souvent, c'est parce qu'ils les ont cachés, puis ils ne se rappellent pas. Mais pour eux autres, ils se les font voler. Là. Ça, pour eux autres, c'est caractéristique qu'ils se les font voler. Avoir un comportement social, des ajustements contraires à ce qu'ils sont d'habitude. Quelqu'un qui est retiré et qui se met à parler, être exubérant, ça peut indiquer des choses de ce côté-là. Donc, c'est en gros, là, les points, je vous dis, il y a un petit peu, je ne sais pas, on n'avait pas amené, j'en ai pas amené d'autres, on n'a pas pour tout le monde. On a une tonne au bureau. Ouais, j'ai choisi. Si ça vous intéresse, j'ai amené certains ça peut documents. être intéressant. Puis quand vous retournez voir votre docteur, parce que moi, je vois les patients, je les vois les 3-4 mois, ça dépend puis on prend les mêmes affaires. Puis il y a même des fois des petits carnets où ils peuvent nous dire, ben là, il n'est plus capable de se laver tout seul. Il faut que je lui demande, il faut que je lui dise d'aller se laver. Après ça, ils disent, ben il n'est plus capable. Il faut que je lui dise, ben là, tu te laves le visage, tu te laves le bras. Puis à un moment donné, ils ne sont même plus capables de se laver. Il faut les laver avant. Il y a toute une progression, des fois, qui peut être intéressante, là, qui nous aide à se déplacer là-dedans. Juste pour faire du pouce sur ça, j'ai un petit graphique en arrière qui vient de l'hôpital de Glace à Montréal et qu'on a repris nous autres aussi à notre compte pour vous dire que l'évolution, là, c'est le temps ici qui s'en va comme ça. Et effectivement, au début, il y a une perte de certaines fonctions cognitives. Et ça vient avec ce que la personne utilise comme mécanisme de protection. Donc, tu disais, ben c'est eux autres qui me le volent. Dans le fond, c'est une explication logique, parce que la personne, dans le fond, elle oublie qu'elle a placé un ou un autre objet. Mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Là. Ça va dépendre des mécanismes de comment elle va se protéger contre l'épreuve qu'elle va vivre de l'intérieur. Et puis, plus ça va, vous voyez comment la courbe descend. C'est parce que là, il y a une perte d'autonomie plus grande. Souvent, il y a un changement de milieu de vie, et là, si c'est plus ou moins adapté, les gens vont réagir beaucoup. Parce que non seulement ils vont être moins capables d'identifier leurs besoins, mais de moins en moins capables d'y répondre eux-mêmes à ces besoins-là, et avec moins de mots pour exprimer qu'est-ce qu'ils veulent, parce que la maladie, elle progresse. Et ça sera un élément aussi d'accompagnement auprès des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, surtout pour les familles, à comprendre comment communiquer, mais pas nécessairement de façon très logique ou avec des mots concrets, mais plus avec des sentiments, des émotions, faire de la validation, puis au niveau non-verbal, comment être habile pour décoder qu'est-ce qui se passe chez la personne. Parce que ça sort plus en geste. Quand on parle d'agitation, quand on parle de colère, il y a un besoin qui est exprimé, mais pas nécessairement avec des mots concrets. Il y a aussi, moi, quand on regarde ce graphique-là, je voudrais vous dire, c'est que les gens, en règle générale, étonnamment, c'est des gens en bonne santé. Ils n'ont pas trop de maladies. Là. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, si on a une demande vasculaire, ils sont plus affectés, mais étonnamment, ils sont en bonne santé, sauf que dès qu'ils ont une infection, c'est comme si ils perdent la crème.
Puis là, on repart pas au même niveau qu'avant. Puis il y avait un médecin une fois qui disait qu'il parlait d'insuffisance cérébrale. On parle d'insuffisance cardiaque quand le cœur n'est pas à fond, n'est pas assez bon. Lui il disait, ben, à un moment donné, il y a de l'insuffisance cérébrale. Dès que le physique demande une trop grande énergie pour le cerveau en écope un coup. Puis quand on repart après, qu'on guérit la maladie, mettons qu'il fait une pneumonie, mais des fois, la personne n'est plus la même non plus, puis ça a des répercussions importantes. C'est pour ça que. Ben, c'est pour ça que ce qui est de la maladie, dans le fond, on leur prend notre temps, on fait de la formation, on essaie de défaire certains mythes, qu'il y a une switch qui fait partir de l'agressivité quand on a la maladie d'Alzheimer. C'est pas tout à fait comme ça. Ce qui est de la maladie, c'est sûr, c'est des pertes cognitives, ça évolue, ça ne revient pas, donc ça ne s'améliore pas. La personne perd de l'autonomie au début dans l'organisation de sa vie en général, puis petit à petit dans l'organisation de sa personne, c'est-à-dire se laver, s'occuper de son hygiène, donc tout ce qui est plus proche. Et vers la fin de la maladie, il y a une perte de mobilité. Et donc souvent, les comportements déroutants, ils arrivent dans des situations où l'environnement humain ou physique est plus ou moins adapté. Et là, il y a des pics de comportement. Exemple, quand on donne un bain en institution, puis là, on pourrait se mettre à la place de quelqu'un qui a la maladie. J'arrive, c'est blanc, c'est froid, je n'ai pas l'habitude de prendre mon bain à cette heure-là, mais c'est là. Si j'ai pas les mots pour le dire, ça se peut que je. Souvent, ça va vite. Ils déshabillent, ils mettent des fois même sur un lèvre patient pour les déplacer. Tu les vois dans le corridor avec la couverte sur le dos. Il fait froid, il est 1h le matin, il commence à 6h, 6h30. C'est pas toujours idéal. Donc là, on va être en. Puis souvent, là, on a changé, nous autres, comportements. C'est pas de troubles de comportement, c'est des comportements déroutants. Mais si on adapte, moins on en a, c'est comme. Puis vous voyez, ça redescend. Donc, si ça faisait partie de la maladie, ça irait en flèche. Mais les gens, quand ils perdent de la mobilité, ben là, je veux dire, sont plus tranquilles. Ben, nous, on a vu des gens en hôpital qui sont hospitalisés parce qu'ils sont en perte d'autonomie, puis tout ça, on investigue, on voit qu'ils ne peuvent pas retourner à la maison, ils arrivent au centre d'accueil, il y a des activités, ils marchent, ce qui ne marchait plus. Ils mangent, ils ne mangeaient plus avant. Ils vont avoir du plaisir à faire des affaires, puis là, ils repartent pour un grand bout, après ça. Quand on parlait de socialisation, entre autres, ça c'est le principal. Quand on est des aides de relation, tout le monde ici, quand on est avec des gens, le cerveau se met en marche parce qu'on est en interaction. Et c'est pareil, les gens qui vivaient seuls à la maison, très isolés, qui arrivent dans un milieu où il y a d'autres personnes, vont effectivement, c'est un peu l'effet des médicaments aussi. Le médicament, comme tu disais, l'activité physique, l'alimentation, puis la socialisation. On parle bien, je veux juste faire une parenthèse, on parle des centres d'hébergement pour ces gens-là. C'est sûr qu'il y a des routines qu'ils doivent respecter. Moi, je vais vous dire, je travaille à Clermont et à Bellerive et je suis étonnée. C'est vraiment un milieu de vie. Si les gens veulent déjeuner à 10h, ils déjeunent à 10h. Ils essayent de respecter ces choses-là. Les bains, ils essayent de. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Ça prend une baignoire spéciale avec des affaires, mais ils essayent d'humaniser le plus possible les affaires. Puis ça, c'est. Dans le fond, il y a trois principes. Je vais il y a trois principes en accompagnement qui sont égales, les trois. On s'entend bien la sécurité. Parce que quand on a moins de jugement pour juger de sa propre sécurité, son propre bien-être, ben là, c'est mon entourage qui va compenser. Si j'ai une maladie cognitive, c'est bien évident qu'on ne me laissera pas partir à moins 40 dehors en pyjama. Alors, des éléments de sécurité physique, de sécurité affective, de sécurité financière, quand on parle dans les familles. Aussi considérer la qualité de vie de la personne. Qu'est-ce que pour elle, c'était quoi sa qualité de vie, c'était quoi ses habitudes, ses routines, etc. Et sa dignité. Donc, effectivement, on peut avoir des dispositifs de sécurité, mais on peut les camoufler, ces dispositifs-là, ou avoir un environnement où c'est plaisant de marcher pour les gens qui marchent un petit peu plus. Alors, c'est ces trois principes-là qui sont universels. Je reviens à ma théorie. Mais je reviens à ma théorie. Je vous ai parlé tantôt de la maladie d'Alzheimer, mais il y a des maladies apparentées. Toutes les démences ne sont pas des maladies. La maladie d'Alzheimer, j'aime pas le mot démence, ça
Ça fait maladie mentale, mais c'est pas ça. Une démence, c'est une atteinte des fonctions cognitives, des fonctions de capacité à penser et à réfléchir. Mais il y a des atteintes vasculaires. Il y a des gens qui vont faire une démence, qui ont le même comportement, sauf qu'eux autres qui ont fait des petits ACV ou des petits accidents vasculaires, puis à la longue, ben, ça fait des choses plus importantes. Et ces gens-là vont avoir plus une progression en dentiste. Maintenant, ça va bien, puis là, oups, là, ils perdent. Là, ils n'ont pas fait d'ACV comme tel, mais si on regarde le cerveau, il y a une petite lacune de plus. Puis ça, c'est vasculaire. C'est rare qu'on ait une démence, une maladie d'Alzheimer pure. Souvent, c'est un mélange des deux. Il y a du vasculaire, mais pour le traitement, ça ne change rien. Il y a des médicaments, moi, des fois, j'utilise plus quand ils sont vasculaires que quand ils sont plus Alzheimer pur. Mais la différence, comme je vous dis, la maladie d'Alzheimer, vous avez vu, ça s'en va comme ça, il y a des pics par rapport à des événements particuliers, alors que la démence, c'est plus que dans le fonctionnement, oups, à un moment donné, ça va bien, puis là, oups, c'est plafonne. Puis là, il remonte un petit peu, mais il plafonne. C'est plus en palier, c'est plus inégal. Il y a une autre forme de démence qu'on appelle la démence à corps de Lewy. Ça, c'est plus associé à du parkinsonisme, des raideurs. Et c'est une démence un petit peu qui répond bien aussi au traitement, de règle générale, à moins que ce soit très avancé. Mais c'est un peu catastrophique parce que ces gens-là ont beaucoup d'hallucinations visuelles épouvantables. Voir des enfants la tête coupée, voir des enfants qui pleurent, voir leur... Moi, une madame, elle disait, mon mari est en face de moi, puis il était mort depuis des années, puis il n'y avait plus de tête, il n'y avait plus de bras, Fait que ça, ils deviennent angoissés, ils ont vraiment des hallucinations un petit peu... Ça, c'est caractéristique. Là. Quand ils vous disent, ma chambre, cette nuit, il y avait plein d'enfants à ses bureaux, puis ils pleuraient, puis ça répond bien au traitement, mais ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, c'est une autre forme de démence avec d'autres atteintes du cerveau. Ça ne court pas les rues, mais il y en a quand même plus qu'on pense. C'est rare que les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, avant que ce soit très, très évolué, qu'il y ait des hallucinations ou des petits délires organisés. Là, ils m'ont volé mes affaires. Des hallucinations visuelles ou des illusions. Ils vont voir quelque chose, puis ils vont l'interpréter. Ils vont voir quelque chose, puis ils vont dire il y a une mouche, mais il y a une graine sur le plancher, puis ils vont voir une mouche. Mais qui imaginent des choses qui ne sont pas là. Ils les imaginent pas, ils les voient, là, mais ils ne sont pas là. Ça, c'est plus caractéristique d'une démence à corps de Lewy. Puis ça, c'est... Des fois, les gens croient qu'il faut pas... Les hallucinations, s'ils ne sont pas dérangeantes, ils ne me dérangent pas non plus. Mais dis-moi mais quand ils commencent à avoir peur, à faire de l'angoisse, à ne plus vouloir dormir, à ne plus vouloir rester... Là il faut qu'on s'en occupe avec d'autres médicaments pour essayer de calmer cette anxiété-là. Et la démence, qui n'est pas le fun à avoir, qui est peut-être celle qui, du point de vue cognitif, les gens sont moins affectés, c'est la maladie de Pick ou la démence frontale. Ça, c'est une atteinte frontale. Ça, c'est des gens qui sont complètement là, désorganisés dans leur comportement. Vous allez faire un test cognitif, ils vont répondre l'année, la date, mais ils sont désinhibés, ils ont des propos sexuels, c'est vraiment là, un problème de comportement, une atteinte du comportement important. Ça ne court pas les rues, ça arrive souvent chez des jeunes, pas très vieux, et ça, il n'y a rien à faire avec ça. Je veux dire, il faut essayer d'aménager l'environnement parce que ça ne répond pas à la médication. Peut-être que ça vous allume Moi, j'ai une patiente au foyer, c'était incroyable, c'était fatigant pour tout le monde. Elle répétait toujours les mêmes questions, puis on avait l'impression qu'elle faisait par exprès. Elle ne faisait pas par exprès, mais... Puis elle était assise à l'ascenseur, elle faisait sur le bouton d'ascenseur, puis elle faisait ça 50 fois. Là, les gens disaient, soyez-vous, madame. Ça devient dérangeant. Les gens disent, si on dit quelque chose, je vais me mettre fou. Quand ils disent ça, c'est parce que ça va. C'est plus rare, mais je trouve que c'est triste parce que c'est celle où on a le moins de moyens pour les aider. C'est l'épuisement du proche. Ça arrive quasiment instantanément. Il y a quand même deux profils, là, des gens qui sont plus apathiques, des gens qui sont plus rigides dans leur comportement. Les apathiques, ils ne nous dérangent pas trop. Non, ben c'est ça, parce qu'on a un plan de jour, puis eux, on est capable de les intégrer dans un groupe de gens qui ont la maladie d'Alzheimer, mais les autres là, qui ont des propos sexuels, ça angoisse tout le monde. Ça n'a pas d'allure. Il y en a qui ont des comportements sexuels, il y en a qui ont juste des propos. C'est assez particulier. Puis il n'y a pas de réponse non plus en termes d'hébergement, à part en psychiatrie, souvent. Vous donnez une forte médication pour essayer de calmer encore là. Et là, c'est la maladie PIX, puis mixte, là, tantôt on parlait de maladie cardiovasculaire, c'est fun, mixte. C'est pas besoin de faire ça. Moi, je suis tellement pas technique. C'est la proportion des gens que vous voyez
C'est sûr que dans la famille des maladies cognitives, le terme c'est médical. presque 2 tiers, 1 tiers. Ouais, Un c'est tiers, ça. c'est Donc, Alzheimer, puis 1 tiers, c'est le restant. C'est ça. C'est comme un terme parapluie pour tous les troubles neurodégénératifs. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est sûr que c'est là qu'on trouve le plus de personnes qui ont cette atteinte-là. Et les autres, un peu mixtes aussi. Là. Il y a tout, comme disait le docteur Gontier, il y a tout le temps une atteinte cardiovasculaire, la plupart. C'est rare qu'à C'est 80 rare, ans, les décès soient posés qui ne font pas d'athérosclérose ou des choses comme ça. Exactement. Les gens, souvent, ben moi je les vois plus à l'hôpital, là, quand c'est pas mes patients, ils nous arrivent, mettons, ils ont été hospitalisés, puis là, la famille les amène parce qu'ils sont confus. Confusion, il n'était pas comme ça avant, la semaine passée, il a fait ses affaires, puis là, il est confus. Dans ce temps-là, il faut chercher une cause physique, une cause corrigeante. On ne peut pas dire que c'est une démence. C'est pas parce que tu es confus que tu es dément. Des fois, ça peut être ce qu'on appelle un délirium. Un délirium, c'est quelque chose qui arrive, qui est de courte durée, puis qu'on peut changer. On connaît tout le délirium alcoolique, là, mais ça peut arriver quand on a un changement médical, quand on a une maladie ou tout ça. Et là, les gens arrivent confus, puis la famille ne les reconnaît plus. Puis, dans ce temps-là, il faut chercher. Nous, on cherche, on fait un bon bilan, il faut chercher, y a-t-il une infection? Les pneumonies, les infections urinaires. L'infection urinaire, au foyer, moi, il m'appelle. La petite madame, elle ne fait pas de fièvre, mais elle est proche dans son fauteuil, puis elle n'est pas comme d'habitude. Puis elle est plus confuse, puis elle parle plus fort. On fait un examen, puis elle se plaint pas de brûlement, elle se plaint pas que ça a mal au ventre ou quoi que ce soit, mais ça peut être. Donc, une infection, c'est une maladie qui peut donner une allure de trouble cognitif, mais c'est plus parce que la maladie fait ça, et ça rentre dans l'ordre. Tous les problèmes de glande thyroïde, hyperthyroïdie, problème de vitamine B12, on fait le déficit, j'en ai pas vu des démences avec vitamine B12, là, mais il faut quand même s'assurer s'il y a un déficit parce qu'à la longue, ça peut donner un problème cognitif aussi, mais ça, c'est corrigeable. Toutes les maladies, les gens qui ne mangent pas bien, qui font de l'anémie, qui sont dénutris, des fois, ça peut donner de la confusion, puis une perte d'énergie, tout ça. Tous les problèmes toxiques, l'alcool, les médicaments, si vous saviez ce que le monde prend, parce que le médecin prescrit, puis ce qui arrive à l'hôpital, des fois dans les sacs, c'est 2 choses différentes. Et les médecins, ils prescrivent, ils vont à l'urgence, il y en a un qui prescrit une chose, ils vont à l'autre. Tout est mélangé, il y a des interactions. Des fois, ça donne l'impression. Et les gens montent après ça, puis ils sont plus fonctionnels quand on règle tout ça. L'alcool, il faut toujours poser la question. Toutes les tumeurs, les traumas crâniens, il faut s'assurer. Quelqu'un qui arrive confus, des fois, il a tombé, il va avoir une hémorragie sous-durale. Ça se traite, on va aller enlever le sang, puis il va prendre son niveau de fonctionnement. Et là où c'est le plus difficile, moi, c'est ce que j'ai le plus de misère, c'est dans ce temps-là que je demande au psychiatre, c'est y a-t-il une dépression ou c'est-tu un trouble anxieux? Parce que les gens qui sont déprimés, ils n'écoutent pas, donc ils ne retiennent pas. Ils sont dans leur bulle, ils ne mangent plus, ils n'ont plus d'initiative, ils n'ont plus d'intérêt. Ça ressemble un peu aux symptômes. Des fois, c'est important d'avoir l'avis. Est-ce qu'il fait une dépression, y a-t-il un trouble anxieux, ou si c'est vraiment la démence qui est. Alors qu'une dépression, on peut la guérir, on peut la traiter, puis la corriger, puis l'anxiété aussi. C'est un peu ça que, dans le fond, l'évaluation physique, psychologique. C'est rare qu'on va faire un TACO. Moi, je vais demander un TACO quand quelqu'un, c'est pas habituel. Il nous arrive, puis c'était pas comme ça il y a 6 mois, mais tranquillement, là, ça s'est développé. Des fois, on veut savoir s'il n'y a pas quelque chose au cerveau, s'il n'y a pas eu un instance qu'on n'a pas vu. C'est rare qu'on va dans des imageries, des examens d'imagerie. C'est plus le testing cognitif, puis les prises de sang, puis le fonctionnement. La famille est importante parce que nous, on ne les connaît pas. Ils nous disent comment ça fonctionne à la maison. Puis des fois, la personne a dit non, moi j'allais bien, mais là, tu te rends compte que depuis l'été passé, ben là, c'était plus correct. Elle était plus capable de se laver tout seul, puis elle avait besoin d'aide pour préparer les repas. Puis c'est des affaires qui sont pas évidentes. Puis des fois, comme je l'ai dit, des fois, on voit des gens, puis il n'y a rien qui paraît. Là. Rien qui paraît dans tout ça. J'en ai parlé un petit peu tantôt, déficit cognitif léger ou le déficit cognitif sans démence, c'est les gens qui se plaignent, qui ont des troubles de mémoire seulement. Je vous disais tantôt, il faut quand même qu'on s'en occupe. Hier, c'est drôle parce qu'hier, il y a un monsieur qui sa femme l'a envoyé me voir, il avait 69 ans, son frère à elle venait d'avoir une maladie d'Alzheimer. Elle dit, ma femme voudrait que je fasse des tests parce qu'elle pense que j'ai la maladie d'Alzheimer. Je dis, OK, pourquoi qu'elle pense ça? Elle me dit qu'elle me parle puis que je l'écoute pas. Ou elle m'a organisé pour les coups d'hiver. Moi, je sais que c'est dans ce moment-là, mais elle sait que c'est quelle journée. Puis là, j'ai dit, ça me dérange-tu? Il me dit non, moi ça me dérange pas, je sais que je suis même, je sais qu'elle va le faire de toute façon. Puis, moi, là, j'ai ma carte, j'aime ça, je voyage, j'ai mon GPS, je travaille avec mes cartes.
Fait que j'ai dit, on le fait-tu le dépistage? Peut-être ça va nous rassurer. Je pense qu'il y a rien. Là, c'était sa femme qui est inquiète parce que ça arrive souvent, si on est pas quand même, des fois, les gens, ils se plaignent de problèmes cognitifs. Puis, ils vont le faire. On fait le testing au complet, on va en avoir un permis. S'il arrive avec un examen normal, c'est correct qu'on vient de régler le problème, c'est la madame qui est inquiète. S'il arrive avec un examen, un test cognitif, c'est sur 30. S'il est autour de 25, 26, 27, on va se dire, oups, il y a quelque chose. Il n'y a pas une démence telle, mais il n'y a pas un test parfait, puis ça devrait être parfait. Ces gens-là, moi en tout cas, j'en ai vu aux 4 mois. On les voyait aux 4 mois, on faisait les tests, on ne traite pas tout de suite. Tant qu'il n'y a pas de désorganisation, on ne traite pas là. Mais quelqu'un qui se plaint de mémoire, il faut que les gens autour se plaignent qu'ils ont des problèmes de mémoire, il faut quand même s'en occuper. Et je vous dirais, ça arrive souvent que ce n'est pas un problème de mémoire, puis je veux vous rassurer là-dessus. Il y a des gens qui oublient leur rendez-vous au bureau, il y a des gens qui oublient des affaires, il y a des gens qui perdent des papiers, tout ça, mais des fois c'est parce qu'on n'est pas concentré, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie d'Alzheimer et qu'on va le développer. Sauf que, je dis sauf que c'est pas encourageant, mais on s'est rendu, quand je vous parlais au début qu'ils ont fait des études, puis il y a des gens qui ont servi à de la recherche par rapport à ça, quand je vous ai dit au niveau, il y a des choses qu'on a pu découvrir en faisant des résonances magnétiques. Les gens qui se plaignent de problèmes de mémoire, qui n'ont pas d'atteinte dans leur fonctionnement, qui ont un test qui est pas normal, mais qui n'est pas anormal non plus, si on fait ces examens-là, on se rend compte des fois qu'ils ont des atteintes. Les atteintes que je vous parlais 20 ans avant, là, ils se rendent compte que dans leur cerveau, ça c'est au niveau de la recherche, ça ne se fait pas régulièrement, là, demandez pas ça à votre docteur, il ne vous le fera pas. Mais ils se sont rendus compte que des fois, ces gens-là ont des atteintes déjà là, au niveau de la structure du cerveau, qui est là, mais qui n'a pas donné de problème encore. Raison de plus pour les surveiller, ces gens-là, les voir régulièrement pour être. Parce que sur ce groupe-là, il y en a 40 à 80%, ça dépend des études, qui vont développer une maladie d'Alzheimer. Ce sont des gens qui se plaignent de ça, qui ont un test anormal, mais qui n'ont pas de problème de fonctionnement. Et je vous dirais que dans ces gens-là, il y a à peu près 10 à 15% des gens qui, chaque année, développent la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas les prendre, faut faire l'investigation et les rassurer par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on les suit, on fait les tests, puis quand ça commence à être désorganisé, là, on va traiter. Puis c'est le temps de les prendre en main aussi pour que les gens puissent organiser leurs affaires. Parce que c'est pas, quand ils t'appellent, que le monsieur il a une démence qui peut prendre des décisions, puis ils veulent faire un mandat dans le cas d'inaptitude, ou qu'ils veulent faire un testament, c'est impossible. Moi, je peux pas prendre une décision. C'est quand ils commencent à avoir des symptômes, de toute façon, tout le monde devrait régler leurs affaires de bonheur, mais c'est important, ces gens-là, de s'en occuper parce qu'ils ont encore tout leur jugement. Ils sont capables de dire, moi, je voudrais ça quand je vais être malade, moi, je veux que mes papiers s'organisent comme ça, et c'est important de le faire. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas tout banaliser. Il y a des fois que je le fais en disant, on va rassurer la famille, mais des fois, je sais qu'il y aura rien. Les stades de la maladie, ça, je pense que ça intéresse tout le monde. On est rendu où dans notre maladie? Moi, je vais vous dire, nous autres, on n'utilise jamais ces stades. Pour vous dire, il est rendu à ce niveau-là. On ne se parle jamais, vous parlez d'une démence sévère, modérée ou tout ça. Il y a 7 stades que vous allez pouvoir retrouver dans la littérature, puis ça permet peut-être de localiser des gens que vous connaissez pour savoir où ils sont. Le stade 1, c'est normal. Il ne se passe rien, tout est normal, il n'y a pas de problème cognitif, il n'y a pas de problème de comportement. Stade 2, là, les patients se plaignent de problèmes de mémoire, mais l'examen est normal. Ils viennent vous voir, puis quand je vous dis normal ou presque normal, il y a des petites anomalies, mais il n'y a rien qui peut justifier. Fait que là, ces gens-là, on les prend en charge parce qu'ils vont peut-être développer une maladie d'Alzheimer. Troisième étape, là, ils sont un petit peu plus handicapés. Voyager, se promener en auto, ça devient un petit peu plus difficile. Ils ont plus de misère à se rappeler les faits courants, ils commencent à avoir plus de misère à s'organiser dans le quotidien, à faire des chèques, à régler les comptes à la banque, toutes ces petites choses-là. Vous allez voir que c'est de mettre ça de côté, puis c'est les autres qui compensent, mais ça ne paraît pas, parce que c'est les autres qui le font. Stade 4, non, là, je vous ai dit. Non, ok, là, c'est les difficultés observées par la famille. Ce que je viens de vous décrire, c'est le stade 4. Il commence à être un petit peu plus. Donc, 1, c'est normal. 2, le patient il se plaint qu'il y a des problèmes. 3, la famille se plaint qu'il y a des problèmes. Puis 4, il y a vraiment des problèmes. Ok, ça commence à apparaître. Niveau 5, là, il commence à avoir besoin de plus d'aide. Je choisirais maintenant.
si vous ne sortez pas ces vêtements, vous risquez d'avoir des affaires. Organiser les produits pour prendre le bain, organiser le bain, il va peut-être être capable de se laver tout ça. Et là, ça commence. Il commence à être dépendant de la personne avec qui. C'est là que le contrôle devient plus lourd. C'est à peu près à ce niveau-là aussi que les gens qui ne voient pas souvent, les petits-enfants qui ne voient pas souvent, les noms peuvent être plus difficiles pour eux. C'est souvent les personnes les plus éloignées qui perdent leur... pour lesquelles ils perdent le contact le plus facilement. Niveau 6, là, ça devient plus sévère. Pourquoi on va parler d'une démence un peu plus sévère? La personne marche encore, mais là, elle a besoin d'aide pour manger. Elle a vraiment besoin d'aide pour se laver. Il faut le faire à sa place. L'incontinence va apparaître aussi avec le temps. L'incontinence, ça fait partie de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ils ont perdu le mode d'emploi pour ça aussi, puis donc l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, mais ils sont encore debout puis ils marchent. Puis la dernière étape, c'est des gens qui ne font plus rien, même des fois, ils ne sont plus capables de la madame va me dire, ben, il ne veut pas manger, il n'est plus capable de manger, il n'y a plus le réflexe d'avaler, il n'y a plus le réflexe de marcher, le réflexe. Là, c'est vraiment la phase presque terminale, pré-terminale. Je peux aller chez vous, je peux aller au restaurant si vous êtes plus à l'aise, je peux aller au CLSC, je peux venir ici à l'ancrage. Je vais prendre le bureau de Cathy. Ah, je te donne le mien. J'ai un petit bureau à la Malbaie au centre communautaire, ça c'est notre pied à terre, des fois je reçois les gens, mais c'est flexible, disponible. Oui, à Denis. Non, c'est jamais chez vous. Dans la voiture. Et moi, je suis répondant pour toutes les familles de Charles-Louis. Donc, à partir du début de la côte de Beaupré, là, fin Beauport, je ramasse l'île d'Orléans, l'île aux Coudes, jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Tout le Charles-Louis. Moi, je trouve qu'on est privilégié. Et ailleurs dans la province, est-ce qu'il y a des intervenants comme vous qui peuvent faire le même travail avec autant de disponibilité dans la société d'Alzheimer? Parce que vraiment, nous, c'est régional. On est chanceux d'avoir un groupe ici dans la région. Oui, parce que c'est pas comme ça. Voilà. Moi, je ne le connaissais pas, je l'ai connu il y a quelques semaines. Ouais. Comme je disais, tout le monde me parlait de M. Lanoux, il est tellement bon. J'allais au foyer me parler du beau Lanoux, j'allais à l'hôpital du travail social me parler du beau Lanoux. J'ai dit, on va avoir à peu près 75 ans, on va avoir une bonne expérience. Mais non, c'est vraiment des choses. Moi, j'ai accepté, parce qu'au départ, je me disais, oh non, je ne m'embarque pas là-dedans, mais je ne connaissais pas vraiment la société d'Alzheimer. Je trouve que c'est important. C'est important qu'on on est un major, puis on travaille beaucoup en collaboration avec Dr Gontier, les équipes de soutien à domicile du CNC. On n'est pas encore rendu à avoir une liste de médecins généralistes qui sont aussi sensibilisés que le Dr Gontier. Moi, je me sens à l'aise à travailler avec cette clientèle-là comme en traitement. Mais c'est ça, mais tu sais, comme ailleurs, tout ça, on se dit. Puis j'ai une belle équipe, moi, je suis pas de mérite, parce que j'aime ça, puis j'ai. Physio, les pharmaciens, c'est merveilleux. Moi, je travaille en équipe, puis quand j'ai un doute, je vais dire, ben regarde, es-tu capable de me dire, es-tu capable de se laver tout seul? Ils vont les prendre, ils vont les installer, puis on va me dire, ben c'est mieux, mais là, il faudrait dire, il faut la stimuler, puis après ça, on la réévalue, puis là, on travaille dans une équipe à l'hôpital, c'est pour ça que puis moi, j'aime ça, fait que je pas de limite, là, j'aime ça, les personnes âgées, c'est pas... Mais je pense que le mot important là-dedans, c'est quand on veut accompagner les personnes âgées en général, qui ont des atteintes cognitives, parce qu'il faut être humain aussi. Parce que c'est des maladies de communication aussi. Il y a toutes sortes de relations, donc c'est important d'être un peu. Je pense que le Dr Gontier, elle n'est pas juste médecin, dans le fond, elle est ergo, elle est physio, elle est pharmacienne, psychologue, puis moi aussi un peu dans ma tâche, c'est un peu. Mais il faut être ça, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas juste se centrer sur. Les personnes âgées qui viennent à l'hôpital, c'est toujours un environnement. Okay, c'est souvent on le voit, une à l'urgence, puis c'est la nouvelle, puis ça peut pas faire, mais je vous dis, on a fait des miracles. Une fois, des gens, encore cette semaine, une fille, c'était pas une maladie d'Alzheimer, mais la maman avait son taux de sel dans le sang était vraiment abaissé de façon importante, puis elle était plus capable de tomber, puis elle était confuse. Ça fait 2 ans qu'elle est à la maison, à 88 ans aujourd'hui, puis elle vit toute seule, elle joue au golf, elle fait ses affaires. Alors que quand on l'a vu, on a dit, oh, ça va aller dans le centre d'accueil, ce sera pas long. Pour ça, il faut prendre le temps de regarder et de chercher. C'est sûr que
Moi, je suis pas pour faire des affaires extraordinaires quand la qualité de vie est pas là, là. Mais des fois, je me dis, ça vaut la peine de donner une chance à quelqu'un. Mais tu sais, juste au niveau du pré-test, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est quand même pas compliqué, on a des médecins qui sont très réticents, ben non, la famille appelle, tu sais, les intervenants, puis là, tu te dis, ben voyons, pourquoi qu'on a une résistance à faire quelque chose, dans le fond, d'aussi simple, qui pourrait nous pister, justement. Mais je pense parce qu'ils croient trop, c'est ça. C'est dommage, tu sais, je me dis, il y a un gros rôle de sensibilisation à faire. Oui, puis justement dans ce sens-là, nous, on a un premier lien qui est en protocole, dans le fond, pour les médecins. Il y a deux choses là-dedans. Les médecins qui se sentent un peu plus à l'aise avec du formel, donc on a un formulaire. On leur dit, médecin, dans ta GMF, dans ta clinique, on peut y aller puis présenter ce qu'on fait comme service. Il y a un bout, tu sais, qui n'est peut-être pas toi qui a à faire médecin, un bout que nous autres, on peut faire aussi dans ça. Alors, c'est un peu ça le travail interdisciplinaire. Et en tout cas, on est content parce qu'à Charlevoix, c'est vraiment le fun aussi. Parce que les gens s'occupent. On sent qu'il y a oui, aussi. Ouais. On sent qu'il y a vraiment une prise en charge, j'aime pas ça ce mot-là, mais un souci du bien-être des gens. Et c'est tout à fait ça qu'on recherche aussi, en étant humain, nous aussi. Parce que je suis quelqu'un, tu sais, déjà, moi, ça fait 3 ans que je suis répondant pour la région de Charlevoix, mais ça fait 4 ans que je suis à la Société d'Alzheimer de Québec. C'est région 03. Donc, j'ai une collègue qui s'occupe des familles à Port-Neuf. Et moi, je m'occupe aussi des familles anglophones. Parce qu'on en a à Valcartier, au Jeffrey. Et on a des groupes aussi. On peut organiser des groupes s'il y avait un intérêt de groupe de proches aidants. On en fait des groupes fermés, on a un programme, on invite les médecins. Et là, il y a le réseau des proches aidants. On est partenaire aussi avec d'autres organismes pour les proches aidants, ou les gens qui s'occupent de gens en perte d'autonomie en général, même les jeunes enfants qui demandent beaucoup de suivi. Donc, vous avez une feuille où c'est marqué réseau des proches aidants. Le point de chute, c'est l'association bénévole de Charlevoix. Mais ça, il y a eu des conférences, on a fait des conférences, il y a des cafés-rencontres, il y a des groupes fermés aussi. C'est ça, s'outiller, s'entraider, puis partager un peu le vécu, parce que vivre avec quelqu'un qui a une maladie cognitive, souvent, on va s'isoler parce qu'on a honte ou peur du regard des autres. Parce que la personne, ses comportements en société, c'est plus ça. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la compréhension de la maladie. Quand le docteur Gontier a dit c'est biologique, une personne ne fait pas par exprès pour avoir des comportements un peu inhabituels. Les gens, des fois, ont soit peur aussi d'avoir la maladie. C'est notre mission aussi mais c'est pas juste négatif, hein? Il y a des gens qui sont tellement plaisants, qui sont drôles, puis ils ont une façon d'être. Il y avait une madame à l'hôpital, elle tricotait. Elle avait perdu sa broche à tricoter, puis elle avait sa broche, puis elle avait pris un pain, le cul d'un pain, puis elle mais elle s'occupait. Puis là, elle s'est promenée, elle faisait sa valise tous les jours. Donc, Mme Marie-Solange, comment ça va, puis qu'est-ce que vous faites? Avez-vous connu Mme Marie-Solange? Oui, ça. Oui. C'était tellement drôle. Elle était fine, là. Je ne voulais pas voir son mari, par exemple. Il l'avait parce que ça l'a détérioré, puis elle, dans sa tête, elle a trompé avec quelqu'un qu'elle connaissait. Mais pour le restant, on avait un plaisir fou à être avec elle parce qu'elle était comique dans ses renards, puis elle était polie, puis fine. Je me rappelle, on avait un dîner de Noël. On l'avait invitée à dîner avec nous autres. Elle était toute contente. Elle a dit qu'elle avait dîné, elle ne pouvait pas manger, mais nous manger avec nous autres. Mais c'est agréable, c'est pas juste négatif. Mais quelqu'un qui vit toujours avec ça, une personne qui a un problème comme ça, ça gruge. Parce que tu ne reconnais plus ta personne. C'est le deuil. C'est le deuil de la personne que tu as aimée qui n'est plus là, puis c'est le deuil quand ta mère aussi. Là. Puis l'impuissance qu'on a. Oui, tout à fait. Mais rassurer des fois. C'est pour ça que ça prend. Des fois, c'est pas facile aussi de prendre le téléphone, de dire je vais faire ci, je vais faire ça. On est capable, nous autres, les humains, de s'en sortir par nous autres. Il y a des fois qu'on réussit. Des fois c'est ce que je disais tantôt. Maintenant, le bébé à l'hôpital à
Bergifort pour les démences avec des troubles de comportement. Puis là, moi, j'ai eu trois cas à Bellery, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est des cas d'agitation avec des cris. Puis une madame, elle a passé 8 semaines là-bas, puis on n'a pas pu rien faire. Elle est encore à crier du matin au soir, elle ne veut pas manger, elle ne veut pas rien faire. Puis il y a des fois que ça ne marche pas. C'est rare que ça arrive, ces cas-là. Et récemment, cet automne, on en a eu 3, puis c'était 3 patients sur le même étage qui crient jour et nuit. T'as beaucoup plus qu'un département spécialement pour ça. Nous, on fait affaire, en tout cas, je ne sais pas, c'est... À Beaupré, il y a une unité de vie. De plus en plus, là, vous allez retrouver des unités de vie comme ça. Il y a des maisons aussi ailleurs en province. Il commence à en avoir à Québec, des maisons où il y a des résidents. Et c'est sûr qu'on est appelé à former aussi. Donc ça fait partie de notre mission de former les gens qui aident ces personnes-là. Mais il y a des approches aussi centrées sur les besoins humains, centrées sur les capacités humaines, qui fonctionnent assez bien quand on a épuisé pas mal toutes les alternatives aussi. Mais encore là, on est encore très loin de se comprendre aussi comment le cerveau, l'organe fonctionne. Puis c'est ça, hier, je sais pas si je disais ça. Il y a 10 ans, il y a 10, 11 ans, aux États-Unis, le président Clinton, je pense, Bush avait dit là, on va comprendre le génome humain. Hein, l'ADN, ça, puis regardez comment ça a évolué par rapport à la science au niveau de l'ADN. Et là, le président Obama, lui, a dit les prochains 10 ans, c'est le cerveau qu'on va comprendre. Donc, toutes les énergies, les recherches vont être canalisées sur la compréhension du cerveau pour vous dire comment c'est extrêmement complexe. Donc, ce qui ressort, hein, en termes de comment la personne est dans sa maladie cognitive, il y a toujours un lien quelque part, mais c'est juste savoir quoi au juste. Puis où. Parce que vous savez qu'on a 100 milliards de neurones, c'est quand même beaucoup. Ben, Dr. Patry, pour le paraphraser, Dr. Claude Patry, c'est le médecin en chef là, du département de gériatrie à l'hôpital Chauveau, beaucoup dans la recherche. Et il disait qu'à partir de 30 ans, quand on a 30 ans, on perd 10 de nos neurones par tranche de 10 ans. Ça, c'est du vieillissement normal. Sur 100 milliards, 10 le cerveau est capable de compenser. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a quelque chose qui fait mourir les neurones. C'est ça qui est pas normal. Madame, vous aviez une question? Moi, ce que je me posais comme question, quand tu es atteinte de maladie d'Alzheimer, à partir du moment que tu as le diagnostic, la personne est encore quand même assez consciente de savoir qu'elle a ça. Là, c'est sûr qu'elle a un trouble anxieux face à l'évolution de sa maladie. Peut-être pas, ça dépend de la personne. Ça lui reste un peu cassé là. Moi, j'ai pas de gens qui l'ont su jeunes ou au départ. Il était déjà avancé. Avec les personnes âgées, souvent, c'est les familles qui les amènent, mais là, ils disent, là, ça marche plus, là, ça allait plus, mais ça marche plus. Fait qu'ils étaient déjà avancés, puis des fois, ça les dérange pas. Mais il y a des cas comme ça, je crois que le cinéaste, il a su, je pense qu'il avait une quarantaine d'années. Ah oui, Lui s'est suicidé parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de bon sens avec cette maladie-là. Ça dépend de... Parce que ça, je me demandais si, quand tu étais assez avancé, parce qu'on a connu quelqu'un, et si tu avais comme des moments comme une forme de lucidité, là, que tu tombais, qu'est-ce qui se passe, là? Tu dis, tout est autour de moi, tout Tout n'est pas pareil, et tout est différent, et oui, effectivement. La madame que je vous parlais, qu'on a envoyée à Québec et qu'on n'a pas pu réussir à corriger son comportement, sa fille, elle me disait, ma mère me dit, je me reconnais pas. Elle n'était pas capable d'arrêter de faire ça, mais elle disait, je me reconnais pas. C'est pas moi, ça. La conscience Elle était consciente qu'il y avait quelque chose d'anormal. Elle n'était pas toujours comme ça, mais sa fille me disait, écoute, elle m'a dit, là, regarde, je me reconnais pas, faites quelque chose, je ne mange pas, c'est pas moi, ça. Les gens restent en vie en dedans. Il y a la conscience qui est un peu plus profonde. Là. Ça, c'est jusqu'à la fin. L'émotion. Puis les émotions. C'est sûr sur ça. Et les besoins. Dans le fond, avec les théories de l'inconscient, on a avancé beaucoup
dans l'accompagnement des personnes, à partir pas juste de Freud, mais d'Erickson, dans les tâches qu'on a réalisées, comment on vieillit, qu'est-ce qu'on a à faire dans une vie, puis comment on va vers la mort ou la non-existence. C'est important de les toucher, de leur parler. C'est ça. Des fois, ils ne vous entendent pas, ils ne vous répondent pas, mais de les toucher, là. Juste savoir qu'ils sont écoutés. Oui, ou juste, moi, je vais voir un patient, puis même si il est dans le coma, je vais lui dire, mettons, Madame Michel, soyez pas surpris, je vais écouter votre cœur. Il faut leur dire, on va faire ci, on va faire ça, puis c'est moins dramatique. C'est un respect de la personne. C'est ça. C'est de base. Mais même s'ils sont C'est dans de le coma, Mais même moi, là, ils vont mais même moi, je veux pas savoir que dans mon coma, ils vont me considérer comme ta viande. Tu sais, je veux dire, on a ça dans la vie, point, virgule à la ligne. Puis le respect de personne, si c'est plus une valeur en 2014, là, ben, regarde même. C'est des Moi, principes je trouve que c'est de base. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, les gens qui travaillent en gériatrie, souvent, moi, je les admire parce qu'ils ont. Je vous dirais, oui, il se passe des affaires pour le fun, mais moi, je vous dirais, la majorité des gens, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont à leur place. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas ça. Puis les besoins, dans le fond, les besoins restent les mêmes du début à la fin de la vie. Des besoins physiologiques, on s'entend, mais des besoins de sécurité, d'appartenance, de valorisation. Puis on va plus loin aussi, parce que là, on a une maladie qui évolue, qui fait que les gens reviennent dans leur passé. Puis on a besoin de donner un sens à cette vie-là. On a besoin de savoir qui on est et pourquoi on est là. Et donc, dans les moments où je me reconnais plus, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est de la grande anxiété. Le besoin qui est en arrière de ça, c'est beaucoup d'être sécurisé. Et donc, l'accompagnement va aller beaucoup dans la validation de ce que l'autre personne dit. Puis, on n'a pas besoin d'être des grands experts. Parce que, je fais une analogie, quand vous arrivez dans une pouponnière, j'ai pas vu un bébé parler de une pouponnière. J'ai pas vu un bébé exprimer des besoins avec des mots. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'amour, de tendresse, de chaleur et de soin, on s'entend. Alors, la vie humaine, elle ne change pas parce qu'il y a une maladie génétique. Cette sécurité-là, je veux dire, est importante parce que souvent, ils ne reconnaissent pas les gens. Imaginez-vous comment tu peux être anxieux quand on est dans une classe, même si c'est des gens que tu connais, tu ne les reconnais pas. Tu ne te reconnais même pas toi-même. J'ai vu des gens se regarder dans le miroir et pas se reconnaître. Leur parler comme si c'était quelqu'un qui était en face d'eux autres. Et ça illustre bien le phénomène de rétrogénèse. C'est-à-dire que si dans ma tête j'ai 40 ans, puis que dans le miroir c'est un vieux bonhomme de 90 ans, c'est pas moi. J'ai même moi vu, en tout cas, un monsieur qui pensait qu'il avait un voleur, puis c'était le là, on dit, ben là, je peux vous enlever le miroir. On va enlever la chicane en enlevant le miroir, effectivement, c'est comme un peu, tu sais, des fois, il faut réfléchir, il faut chercher, trouver des solutions, des stratégies. C'est mon rôle de faire ça avec vous.